Donc, je vais lire un commentaire qui nous provient d'Oshawa, Mike from Oshawa. So upon reviewing... Alors, lorsque j'ai regardé les soumissions soumises sur le site web d'Industrie Canada, à l'exception d'une ou deux représentations, le thème général, c'est que toute interdiction de certains dispositifs devrait être associée à une violation du droit d'auteur. Une petite minorité de citoyens, d'experts, d'universitaires, donc une interdiction de ces outils de contournement. Il est de plus en plus clair que pour nous protéger contre ce mésusage, eh bien, il ne faut pas utiliser ces dispositifs de contournement pour des raisons d'utilisation équitable. D'où ma question. Est-ce que le gouvernement va jouer un rôle de chef de file, va être l'un des premiers à faire le pas nécessaire pour permettre aux dispositifs de contournement d'être interdits quand ils sont utilisés pour violer des droits d'auteur? Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l'ADISC, l'association qui représente les producteurs de disques, de spectacles et de vidéos. Ça me fait très plaisir de parler après Marie-Denise Pelletier parce que je peux modifier un peu mon discours et je fais mien plutôt, je fais sien, et je suis sûre qu'elle fera sien mes propos. Je vous avoue, Monsieur le ministre, que c'est très difficile de résumer en je ne sais pas combien de minutes tout ce dont on a à dire justement sur le droit d'auteur. Je vais essayer d'être le plus concise possible et j'aurai l'occasion de vous en reparler, j'espère. Il faut donc pas se leurrer. La loi sur le droit d'auteur, c'est une loi à caractère économique. C'est une loi qui a été mise en place il y a plus de 150 ans à peu près, je ne sais pas trop, mais en tout cas de nombreuses années, qui a finalement établi la base de la rémunération des droits que des auteurs, des artistes-interprètes maintenant et des producteurs peuvent faire valoir auprès d'utilisateurs, des gens qui utilisent leur contenu. Donc, c'est vraiment une loi à caractère économique au-delà de tout l'aspect culturel, évidemment, qui en découle. Cette loi-là a toujours voulu, surtout dans cette dernière version, être une loi technologiquement neutre. Je pense que c'est quelque chose que vous avez sûrement entendu souvent. Et on souhaite donc que, peu importe l'environnement dans lequel se fait l'utilisation des œuvres ou l'exploitation des œuvres, que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine numérique, on souhaiterait que, c'est pas parce qu'on change d'environnement, qu'on passe d'un environnement physique à un environnement numérique, que les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs puissent avoir droit à la même protection. Mais là, on le sait que le nouvel environnement a changé beaucoup la donne. Et si je parle du secteur de la musique, je ne m'étendrai pas sur le fait que le secteur de la musique est le secteur qui a été le plus touché et en avant-plan, finalement, de tout ce qui se passera dans les autres milieux culturels, que ce soit en film, télé ou même en livres. On le voit, les livres sont de plus en plus échangés aussi sur le net. Et devant cela, on vous demande donc que dans la prochaine mouture de cette loi-là, que cette loi-là soit vraiment technologiquement neutre et qu'elle offre les mêmes protections. Et il va falloir pour ça qu'on arrête un peu toute cette confusion autour d'Internet parce que les gens qui vous demandent du free access ou de tout ça, ils mêlent, entre autres, l'accès à un marché parce que la musique et la musique et les produits culturels ou les œuvres culturelles, c'est des choses qui se transigent, des gens vivent de ça, et l'accès au savoir. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Sur Internet, il y a 60% du trafic sur Internet qui est pour aller chercher de l'information, soit pour des voyages, soit pour toutes sortes d'informations, et il y a 40% du trafic sur Internet qui est carrément là pour acquérir légalement dans une petite part et illégalement dans une très large part, des produits d'entertainment, des œuvres. Alors, je pense que dans tout le discours du free access, on mêle beaucoup, justement, l'accès au savoir universel, l'accès à l'information, l'accès au savoir dans un sens large et l'accès à un marché. Il ne faut pas oublier que il n'y a pas de honte à ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça, le fait de dire que les œuvres culturelles, ça fait vivre du monde, ça fait vivre les auteurs, ça fait vivre les relationnistes de presse, ça fait vivre tout un marché. Seulement en musique, c'est des milliers et des milliers de personnes qui dépendent évidemment du travail des auteurs et c'est un facteur économique très, très important. Donc, on souhaite que cette loi-là prenne ça en considération et on vous demande de nous donner finalement dans la loi de nouveaux outils qui vont nous permettre finalement de négocier, d'avoir des relations d'affaires
saine avec les nouveaux utilisateurs de contenu qui sont, bien sûr, les nouveaux sites et les nouveaux fournisseurs d'accès Internet. Et donc, on vous demande de nous donner les outils pour, finalement, négocier avec ces gens-là. Voilà. Merci beaucoup, Mme Drouin. Je passe maintenant au micro numéro 4, s'il vous plaît. Bonjour. Mon nom est Olivier Charbonneau. Je suis bibliothécaire professionnel et chercheur à l'Université Concordia. Je suis blogueur à culturelibre.ca et je suis membre du conseil d'administration de l'Association pour l'avancement des sciences et techniques de la documentation, une association nationale francophone de bibliothécaires. Je suis ici, Monsieur le ministre, pour vous exposer le paradoxe dans lequel vivent les bibliothèques et les bibliothécaires à travers le Canada. D'un côté, nous dépensons des centaines de millions de dollars en contenu canadien, en musique, en documentation, en toutes sortes de choses. Donc, nous sommes structurants dans l'industrie. Nous sommes un pôle qui consommons énormément de contenu canadien, contenu protégé par le droit d'auteur. D'un autre côté, nous avons accès à des exceptions au droit d'auteur pour de l'utilisation équitable et des exceptions précises dans divers cas. Je suis ici pour vous présenter, pas pour présenter une liste d'épiceries, je le ferai sur le site Internet, mais je vais vous exposer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le droit d'auteur confère l'exploitation monopolistique, un monopole aux détenteurs du droit d'auteur. Et dans un contexte de monopole, c'est difficile pour qu'un marché équitable survienne suite à la présence d'un monopole. Et c'est pourquoi, je crois, que les bibliothèques ont à la fois ce bâton qui est les exceptions et la carotte qui sont les budgets des institutions que nous gérons. Et de plus en plus, les universités, entre autres, mais d'autres institutions se tournent vers les bibliothèques et les bibliothécaires pour aider à comprendre le droit d'auteur dans les communautés. Alors, c'est pourquoi je suis ici pour vous demander quelques principes bien simples. Par exemple, d'étendre la définition de l'utilisation équitable comme aux États-Unis, où ils bénéficient d'une définition ouverte. Par ailleurs, d'incorporer ce qui a été défini à l'arrêt CCH de la Cour suprême du Canada en ce qui concerne comment comprendre l'utilisation équitable dans un contexte de recherche et d'études privées, dans l'utilisation équitable au sens large, parce que, par exemple, aux États-Unis, ils ont droit au fair use pour des fins de satire et d'autres types d'utilisation que nous n'avons pas au Canada. Par ailleurs, je demanderais que le droit d'auteur de la couronne soit aboli ou que le gouvernement considère concrètement ou définitivement diffuser ses œuvres via des licences libres comme Creative Commons. Et finalement, sur les volets technologiques, le régime d'avis à avis est à bénéficier. Finalement, je suis en train de la passer ma liste d'épicerie. De limiter la responsabilité des institutions en matière de contournement du droit d'auteur, puis éviter toute criminalisation du contournement des mesures de protection technologique uniquement pour des cas de violation et non pour des fins d'utilisation équitable. Alors, les bibliothèques sont là à la fois pour structurer le marché, d'être un pôle important du point de vue du droit d'auteur. Merci. Juste une question sur le droit de la couronne. Pour la recherche et pour les bibliothèques, pourquoi c'est si important pour vous autres? Je vais vous donner l'exemple de Concordia. Pendant de très longues années, nous avons été dépositaires des publications gouvernementales dans notre bibliothèque, ce qui nous donnait droit à toutes les publications du gouvernement nous étaient envoyées, nous les avions sur les rayons, nous les cataloguions et nous donnons accès à la population. C'est dans la mission d'accessibilité au sein de l'université. Dans un contexte où les œuvres sont diffusées par Internet, des institutions, des bibliothèques voudraient récupérer ces documents-là sur leur serveur pour des fins de préservation et d'accès. C'est ce que nous faisons pour l'optimisation de la bande passante sur nos communautés. C'est différentes mesures technologiques, mais aussi pour la préservation à long terme. Mais pour pouvoir faire ça, il y a beaucoup d'institutions qui se questionnent si nous avons le droit, si nous devons demander la permission pour avoir ces documents-là. Alors, dans le sens où la diffusion est large, moi, je me pose plus de questions à prendre un document complet, le mettre sur mon serveur, l'envoyer à des chercheurs, faire des copies dans le cadre d'études de cours. Donc, c'est vraiment pour ces fins-là que le droit d'auteur de la couronne, on se demande qu'est-ce que ça protège réellement du point de vue du gouvernement par rapport à ce que ça enlève à l'entièreté des Canadiens et des Canadiennes qui étudient, qui veulent apprendre de documentation gouvernementale. Je travaille pour l'école de gestion, particulièrement à la bibliothèque. J'aide les gens à faire des plans d'affaires. Il faut qu'ils soumettent à leurs professeurs des rapports et des statistiques qu'on trouve sur le site d'Industrie Canada, différentes études gouvernementales, même des jugements, toutes sortes de documentation qui émanent du gouvernement. Et c'est pas clair s'ils peuvent faire des copies multiples, si on peut les donner aux étudiants, s'ils peuvent les remettre aux professeurs. Donc ça, c'est un exemple très précis. Je peux juste imaginer qu'est-ce qui se passe à la grandeur du Canada, puis à quel point nous limitons l'utilisation des données gouvernementales dans un contexte où tous les Canadiens et les Canadiennes pourraient en bénéficier. Merci.
précise. Nicole?